Messieurs, dames, j'espère que vous êtes bien restaurés. On va enchaîner avec la conférence de Léon, Drupal et Tim Curry. Merci. Bonjour, donc, je m'appelle Léon Cross. On est le 29 octobre à ma connaissance. Alors j'utilise un nouvel outil pour faire ma présentation, je vous laisserai deviner lequel tout à l'heure. D'abord on va faire connaissance, si vous le voulez bien. Vous n'êtes pas tous là. Est-ce que vous m'entendez à peu près là? Oui. Okay. Parmi vous rapidement, alors cette conférence ne sera pas très technique, mais parmi vous ça m'intéresse de savoir quels sont les profils qui sont là. Donc des chefs de projet, non, des RSI, ok, des développeurs, plutôt codeurs, ok, des site builders, ok, des admins 6 ou DevOps, ok, des gestionnaires de contenu, j'ai dit des gestionnaires de contenu, marketing, communication, réseautage, tout ça, est-ce qu'il y en a? Non. Autre métier que j'aurais oublié. Dites-le fort. Ok. Ah, très bien, lui. Très important. Ok. Alors, parmi vous qui pratiquent Drupal? D'accord, c'est bien, il y a pas mal de nouveaux aussi. Qui pratiquent Symfony 2? Ok, c'est pas forcément exactement le même, mais ça se recoupe. Qui ne connaît pas du tout Drupal? Ah, très bien, ça s'adresse à vous, c'est parfait. Qui n'est pas technique du tout? Ok, très bien, super. Alors, je vais vous parler de Léon et la communauté Drupal. Léon, c'est moi. Ça, c'est le Drupal Camp Lyon qu'on a organisé en 2012. Depuis, j'ai continué à mettre les doigts dedans et je suis président de Drupal France et Francophonie depuis 2 ans et demi, on va dire, puisque j'ai fait une transition en tant que vice-président. Ça, c'est pour la partie bénévolat. La partie alimentaire, c'est la société de Chipway. Mon alias, enfin Twitter, c'est Chipway. Et puis Chipway, rapidement, c'est un spécialiste Drupal, un centre de compétences. On fait beaucoup de formations, beaucoup de sur-mesure, beaucoup d'accompagnement, etc. Et du développement, bien sûr. Et puis pas mal de corrections, de dépannage d'audit, parce qu'il faut en faire. Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Qu'est-ce qu'une tuerie, à mon sens, dans cette conférence? Qu'est-ce que Drupal? Quels usages de Drupal? Qu'est-ce qu'on peut faire avec Drupal? L'architecture, je vais revenir, mais pas assez rapidement, puisque Vanessa, ce matin, a parlé des composants utilisés par Drupal. S'il y a des questions un peu plus techniques, on les traitera plutôt à la fin, éventuellement en off, puisque l'audience est assez bigarrée. Donc, je vais parler de l'approche Drupal. En particulier pour ceux qui ne connaissent pas Drupal, ça va être important de comprendre qu'est-ce qui différencie Drupal d'autres CMS. Par là de fonctionnalité, je ferai une petite démo qui n'est pas forcément en ligne, mais toujours pareil, par précaution, j'ai fait quelques copies écran. Fonctionnalité, avantages et freins, alors là j'insisterai un petit peu. Il y a beaucoup d'avantages à Drupal 8, ce qui explique que ça soit une tuerie. Et il y a quelques freins quand même qui persistent malgré la sortie de Drupal 8 prochaine. Démo exemple, je les ferai dans la foulée. Et puis questions-réponses sans fausse barbe, donc vous me direz un peu quelles sont vos questions. Alors, quelle est mon interprétation de la tuerie sur cette conférence? La tuerie, c'est pas un carnage. La tuerie, enfin ça peut être un carnage si vous avez quelque chose comme ça qui s'appelle un gâteau à la broche, je ne sais pas si vous connaissez, pour moi c'est une tuerie. Il ne fait pas long feu chez moi, mais imaginez à la place quelque chose que vous adorez manger par exemple, et vous allez voir que Drupal, ça va être un petit peu la même chose, en particulier comparé aux versions précédentes, Drupal 8 par rapport aux versions précédentes. Alors qu'est-ce que Drupal 8? Drupal est connu comme gestionnaire de contenu web jusque-là, un peu plus gestionnaire de contenu global, on fait des web services depuis quand même quelques temps, mais Drupal 8 est clairement
un moteur de gestion de contenu structuré. Et c'est en même temps un framework qui est développé, enfin le CMS Drupal est développé avec le framework Drupal. Ce qui ouvre des perspectives au-delà des usages que je vais évoquer. Je parlerai d'applications métiers, mais vous pouvez faire à peu près tout ce que vous voulez avec Drupal, et en particulier Drupal 8. Alors, gestionnaire de contenu web. Vous voyez, mon nouvel outil pour faire des slides n'est pas complètement au point. Je n'ai pas eu le temps de travailler mes images, de travailler mes CSS, mais je souhaitais en fait faire la présentation avec cet outil. Alors, en termes de gestion de contenu, une des vocations de Drupal 8, c'est de rendre le développement d'un site sans programmer facile. Donc on a un outil qui est facile à installer. Quand vous lancez son installation en ayant mis l'environnement correspondant, Composer et autres, vous lancez l'installation, vous choisissez votre profil d'installation et ça se déroule. Drupal va chercher les traductions sur localhost.drupal.org et vous avez un site qui est prêt à être utilisé, y compris avec un éditeur que l'on verra tout à l'heure. Et vous l'avez en français, puisqu'on vous propose tout de suite de le mettre dans la langue que vous souhaitez. On verra qu'il est facile à utiliser. Donc ça, c'est l'approche gestionnaire de contenu web. Au-delà, il y a beaucoup d'usages possibles. Alors les principaux usages sont les sites institutionnels. La Maison Blanche est sur Drupal, le Premier ministre en France est sur Drupal, il y a 160 gouvernements qui sont sur Drupal, il y a des tas de régions, Île-de-France.fr, des collectivités, il y a des médias, donc on parlait de France Télévisions.fr qui est sur Drupal 8. Par contre, si vous regardez le Tour de France au mois de juillet, vous êtes sur un site sportfrancetv.fr qui est un site Drupal. Le Figaro sur Drupal, l'Humanité sur Drupal, etc. Les partis politiques, ça va être pareil. Donc il y a vraiment beaucoup de possibilités. Radio France a beaucoup de sites en Drupal, et le plus gros site en termes de trafic en Drupal, c'est le Figaro. Des extranets. Alors, vous avez un certain nombre d'extranets qui sont sur Drupal. Si je prends les développeurs Twitter, c'est sur Drupal. Il y en a quantité d'autres. Des réseaux sociaux et communautaires. Donc Drupal.org est sur Drupal, drupalfr.org, qui est le site officiel de Drupal France et Francophonie, drupalfr.org est sur Drupal bien sûr. Mais vous avez aussi des réseaux sociaux d'entreprises autres qui sont sur Drupal. On a un certain nombre d'applications métiers qui sont sur Drupal. Alors je ne les citerai pas toutes, mais il y a des gens qui utilisent la techno Drupal pour faire des applications et qui vendent du service. Je ne regarderai pas à gauche. Bienvenue Benjamin. Même s'il y a des possibilités d'évolution autres. Il y a beaucoup de catalogues et de boutiques sur Drupal. Si vous allez sur Kenzo, vous êtes sur un site Drupal. Si vous allez sur Carrefour.fr, vous êtes sur un site Drupal. McDo, Australie et d'autres pays, vous êtes sur un site Drupal. Vous pouvez commander votre McDo sur ce site. En termes de boutique, vous avez aussi Cartier. Vous avez Guerlain, etc. Donc on touche le luxe et les boutiques. En termes d'événements, tous les événements internationaux ou nationaux de Drupal sont gérés sur des sites Drupal, des DrupalCon, où là on gère complètement le choix des programmes, les appels à conférenciers, le choix des conférences, le planning, etc. Tout est géré en Drupal, y compris les inscriptions et autres. Les musées de la ville de Paris, par exemple, sont à peu près tous sur Drupal, et le Louvre est sur Drupal, louvre.fr. En termes de volume, d'après buildwiz.com, Drupal occupe 2% de tous les sites web qui utilisent un CMS, je précise. Donc à peu près la moitié. 6% du top 100 000 et 9% du top... 6% du top 1 million et 9% du top 100 000 et du top 10 000. Il s'est appelé certainement à se développer. Alors qui peut développer avec Drupal? Je vais assez vite, de façon à ce qu'on ait un peu de temps pour les questions, si possible. Qui peut développer avec Drupal? Des site builders, des codeurs, des intégrateurs, des DevOps éventuellement. Donc vous allez voir que c'est pas très compliqué de faire de Drupal. Après, je reparlerai un peu de bonnes pratiques et autres. Il y a des choses quand même à connaître.
Alors, pour les nouveaux, il y a une approche qui va être importante, c'est que Drupal a une approche un peu particulière. Si vous êtes habitué à Typo 3, si vous êtes habitué à des CMS où je pars de l'arborescence, je descends et je crée des contenus, ce n'est pas du tout l'approche de Drupal. Je vous ai parlé de moteur de gestion de contenu structuré. C'est vraiment la force de Drupal. Et donc on part à l'inverse. On va structurer des contenus qui seront destinés vers des pages ou des blogs ou tout ce que vous voulez. Et ensuite, on va réutiliser ces contenus en tout ou partie partout où on le souhaite. On va les réutiliser intensivement, ça veut dire qu'on va faire en sorte de saisir l'information à un seul endroit autant que possible. Si notre site a été correctement créé, normalement, on ne doit avoir à modifier qu'à un endroit une information ou à la créer qu'à un endroit. Donc ça, c'est important de bien le comprendre. Donc en termes de fonctionnalité, on va évoquer la structuration des données, l'interrogation et l'affichage de ces données, la présentation du site, les web services, Vanessa en a parlé un peu ce matin, donc je passerai rapidement. L'édition inline, c'est une nouveauté de Drupal 8. Le multilinguisme qui est standard dans le cœur de Drupal 8 immédiatement est beaucoup plus simple à utiliser et à installer, à mettre en œuvre qu'en Drupal, y compris Drupal 7. Et on parlera un peu de déploiement et configuration, même si elle l'a évoqué, nous sommes ce matin. Alors, un contenu en Drupal, on va parler d'un objet contenu, il s'appellera une entité. On va parler de type d'entité. Un type d'entité, on peut avoir par exemple un contenu, on peut avoir un produit, on peut avoir un terme de taxonomie, on peut avoir des tas de choses comme ça. Et ensuite, on va décliner ces types d'entités en leur affectant un certain nombre de champs ou d'attributs. Et les déclinaisons, on va appeler ça des bundles. En Drupal précédent, on appelait ça, pour le cas du contenu, on appelait ça des types de contenu. Pour un utilisateur, on appellera ça des profils d'utilisateurs différents. Donc tout ça, c'est extensible par des champs. On va ajouter facilement des champs et ça va être rapide. Ceux qui ont déjà fait du Drupal 7 avec d'autres fields savent que c'est très facile. Le Drupal 8 va bien au-delà. Alors, on va avoir une petite démo figée, mais une démo quand même. Comment créer un nouveau type de contenu, ajouter des champs, et ensuite utiliser, saisir, modifier. Pour créer un nouveau type de contenu, je prends ce type d'entité node, je lui donne un nom, une description, et puis je donne un certain nombre de paramètres qui vont faire que ça peut apparaître dans tel ou tel menu. Je passe, ça va être des paramètres par défaut qui seront pris en compte, sauf si l'utilisateur a le droit de modifier ces paramètres. Une fois que j'ai créé mon type de contenu, donc mon bundle, Drupal, je vais lui ajouter des champs. Pour ajouter des champs, donc j'ai un onglet qui s'appelle Gérer les champs. Je vais cliquer sur Ajouter un champ et je vois que j'ai déjà un champ qui existe, qui a un résumé, un texte long avec résumé, bon, qui est dans Drupal 8 et que chez nous on utilise de moins en moins parce que les demandes sont souvent de séparer le résumé clairement de la description globale, mais ça existe et c'est une particularité un peu de Drupal. Alors, quand j'ajoute un champ, j'ai un sélecteur qui me permet de choisir un type de champ, et là je vais pouvoir ajouter des champs texte, des champs numériques, entiers, flottants, des dates, des champs dates, avec le petit calendrier pour le pop-up, avec des liens, etc., des relations à d'autres entités, des tas de types de champs. Et pour chacun, éventuellement, je peux réutiliser des champs qui ont déjà été définis ou paramétrés. Je lui donne une étiquette et puis j'ajoute. Et au bout d'un moment, je vais me retrouver avec quelques champs. Donc je suis toujours dans mon onglet Gérer les champs. Là, j'ai rajouté par exemple une page de couverture avec une image. Et puis une thématique qui est une référence à une entité de type taxonomie, terme donc catégorisation de mon information. Je peux en rajouter pas mal et on peut faire des choses sophistiquées avec en groupant les champs, etc., en les présentant de façon assez variée.
Dès que j'ai fait ça, il me suffit d'aller sur ajouter du contenu et choisir le type que je viens de créer, publication par exemple. Et là, je vais pouvoir créer une publication en lui donnant un titre, éventuellement une image, puisque j'ai défini un champ, une thématique, donc pour laquelle j'aurais pu définir les termes au préalable ou éventuellement le faire sous forme de tag au fur et à mesure. Et puis après, la description de l'information. Avec, vous voyez, ici, dès l'installation de Drupal, je dispose d'un petit éditeur qui est basé sur CKEditor 4, et j'ai tout à fait la possibilité d'installer d'autres éditeurs de texte. Alors ça, c'est pour la création de l'information, la modification de l'information. Attendez, je vais peut-être revenir un petit peu en arrière. Alors je peux... Excusez-moi. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a à dire par rapport aux versions précédentes? On a présenté différemment tout ce qui est paramétrage potentiel. Là, je suis connecté en tant que user one, donc j'ai accès à tous ces paramètres. Et tout ça, ça a été mis en responsive design. Interrogation et affichage. Donc, je vous ai dit, on structure nos contenus et ensuite on va les requêter puis les présenter. Donc, on va pouvoir faire avec un outil qui s'appelle Views, que certains d'entre vous connaissent déjà sur Drupal 7, donc qui est intégré dans le cœur de Drupal 8. On va pouvoir faire à la fois des requêtes et en même temps de la présentation des résultats. Ça va être valable sur tous les types d'entités. Et puis bien sûr, on va pouvoir filtrer, sélectionner, trier, etc. Et contextualiser. Alors, pour afficher par exemple, je vais pouvoir dire je crée une page. Une page, c'est quoi? C'est un affichage résultat de ma requête qui sera accessible par une URL. Donc j'ai un chemin pour accéder à une page. Et puis, je vais pouvoir y associer un certain nombre de blocs. Le cas des blocs, un affichage en bloc, ça veut dire que je vais créer des éléments qui sont mobiles et que je positionnerai un peu plus tard n'importe où sur mon écran. Donc là, j'ai beaucoup plus de flexibilité. C'est un autre besoin. On va souvent les contextualiser. Si j'affiche par exemple la fiche descriptive d'un auteur, à côté, je vais mettre un bloc qui va être la liste des ouvrages qu'il aura, des publications qu'il aura faites par exemple, etc. Je vais enrichir l'information principale avec la contextualisation. Les références à une entité, donc ça va me permettre de faire des références à une entité d'un autre type de contenu par exemple. Des flux RSS, donc si je veux sortir un flux RSS, je fais une requête avec Views et je dis sors-moi un flux RSS. Les fichiers attachés, etc. Il y a pas mal de modes d'affichage possibles. Les formats de sortie sont plutôt... Excusez-moi. Donc, comment je vais afficher mon information? Alors, sous forme de liste, et on va faire beaucoup de listes pour faire du responsive, c'est quand même assez souvent plus pratique. On va pouvoir faire des diaporamas, donc on a des outils qui nous permettent de faire des diaporamas. Quand on va faire un site avec Drupal, le diaporama nous permettra par exemple d'aller mettre en avant une information. Et avec les outils de structuration de Drupal et de requêtage de Drupal, je n'ai pas besoin d'avoir quelqu'un qui travaille spécifiquement mes diaporamas. En fait, j'ai quelqu'un qui va valider qu'un élément peut passer dans un diaporama et que le contributeur, le rédacteur du contenu a bien prévu une image qui corresponde à ce que l'on souhaite avoir dans le diaporama, par exemple. Donc ça donne beaucoup de souplesse en termes de mise en avant de l'information. En termes de format de sortie, on peut avoir des menus. Donc on fait très souvent des menus dynamiques avec Views. On peut avoir des jump menus également, on peut avoir des grilles responsive. Donc on a toutes ces possibilités. Alors on va voir comment créer une vue rapidement. Donc pour créer une vue, on va ajouter une nouvelle vue. Comme notre élément principal, notre contenu principal est une publication, on va l'appeler publication. On va avoir un nom système qui est cohérent. On va lui donner une description. A priori, là, je l'ai fait en français. C'est un site, on va dire qu'il est destiné qu'à être en français. Normalement, on doit développer en anglais, mais on traduirait après. Mais pour la facilité de la compréhension, je l'ai fait en français. Donc, on va dire par exemple qu'ici, on veut attaquer un type de contenu, un type d'entité contenu. On veut
n'avoir que des publications et les trier les plus récentes d'abord. Là, par exemple, on va créer une page en fonction de l'affichage que l'on crée, on a besoin de paramètres particuliers. Donc ici, on va dire qu'on va créer une page dont le titre sera publication, l'URL sera publication également, et puis on va la formater en liste non mise en forme avec des champs. L'avantage des champs ici, je pourrais très bien dire on a un certain nombre de ce qu'on appelle des view modes Drupal, qui sont des sorties prédéfinies, l'affichage complet de mon contenu, le résumé de mon contenu, etc. Je peux en définir, mais là je peux, en attaquant les champs individuellement, aller spécifier exactement ce que je souhaite obtenir. Ensuite, j'ai une interface qui ne vous sera pas complètement inconnue pour ceux qui ont fait du Views 7. Donc, on passait du Views 7.3 à Views 8.0, puisque ça suit le corps. Donc, on retrouve les éléments. Donc, on a le titre, on a les champs que l'on veut utiliser, les critères de filtrage éventuellement, les critères de tri, le chemin qu'on a défini, éventuellement si on souhaite mettre notre page dans un menu ou non, les droits d'accès que l'on souhaite définir, soit à base de rôle, donc c'est quelqu'un qui fait partie de la société ou non, c'est un client, c'est un prospect, je ne sais pas, soit à base de droits, c'est-à-dire par exemple ici voir le contenu publié, ce qui est beaucoup plus simple. Je n'ai pas besoin de savoir quels sont les rôles qui ont le droit de voir le contenu, et j'utilise plutôt ce droit. On va pouvoir mettre des éléments avant la vue, des éléments après la vue. Et puis, on va mettre aussi éventuellement des paginations. Et sur la partie avancée, là, je l'ai plié. Je crois que... Non, je ne l'ai pas. Je l'ai déplié même à un moment donné. On peut contextualiser. Sur la partie avancée, en fait, on va attaquer des parties un peu plus compliquées. C'est pour ça qu'elle est pliée. Et donc, on va pouvoir contextualiser. On va pouvoir mettre en relation, aller prendre un élément qui est dans un autre type d'entité, un autre bundle, par éventuellement plusieurs sauts. Donc c'est assez pratique et souple. La contextualisation, j'insiste dessus, c'est une des forces. C'est l'exemple que j'ai donné un peu tout à l'heure, c'est la liste des livres de l'auteur, des produits connexes. Je présente des produits, donc je vais proposer des produits connexes. Je présente des livres, je vais présenter des livres sur les mêmes thématiques par exemple. Donc c'est ça la contextualisation. La réutilisation, je vais pouvoir utiliser tout le contenu, voire un ou plusieurs champs, voire des images, etc. Donc parfois on a dans le contenu des champs que l'on n'affiche pas à l'utilisateur sur la page, mais que l'on va mettre à côté pour plus de souplesse ou autre. Donc ça nous donne beaucoup de flexibilité. Voilà, c'est le principe structuration de données, interrogation, donc requêtage et affichage. Au-delà, il y a quantité de modules, alors qui ne sont pas tous portés sur Drupal 8, mais qui viendront, qui vont enrichir ces possibilités d'affichage et autres. Donc on retrouvera un outil au moins aussi puissant que celui qu'on a sur Drupal 7. En termes de présentation du site, il y a des choses qui changent. Avec Drupal 8, on va travailler avec une page blanche. Avec Drupal 7, on avait des contraintes, il y avait des éléments qui n'étaient pas des blocs qu'on ne pouvait pas facilement déplacer, qu'on pouvait afficher ou pas, mais c'était plus compliqué. Avec Drupal 8, on part un peu d'une page blanche qui est quadrillée avec des régions, et là-dedans, on va positionner des blocs. Là, vous avez un exemple de région. Pour le thème Bartik, le screenshot est de la bêta 12, mais on est à RC2 actuellement. Vous avez le positionnement approximatif de ces régions, sachant qu'il faut imaginer que le Bartik Drupal 8 est responsive. Donc vous voyez qu'en fait on se trouve avec pas mal de possibilités de positionner nos éléments, et ensuite ce sont les CSS du thème qui vont spécifier exactement le positionnement et la mise en forme en color et tout ce que vous voulez de ces éléments, de ces régions en particulier, des éléments qui sont à l'intérieur. Alors pour paramétrer un bloc, on va pouvoir le configurer sur la liste des blocs ici. On retrouve les régions, on retrouve les blocs qui sont activés ou pas. On peut les positionner dans une région et les déménager. Donc ça c'est pratique. On va pouvoir avoir plus de possibilités en Drupal 8, on va positionner dans plusieurs endroits. Et puis on a les possibilités de restreindre l'affichage. Donc par exemple je parlais de
la liste des ouvrages d'un auteur. Donc à ce moment-là, ce bloc, je ne vais l'afficher que quand je suis en train d'afficher la fiche d'un auteur, par exemple. De la même façon, quand j'ai un moteur de recherche, je peux avoir le choix de dire soit j'affiche mes filtres partout pour que la personne va taper une recherche et j'arrive sur la page de recherche, mais le plus souvent, on va les afficher que lorsqu'on est sur la page de recherche en particulier. Donc là, on va pouvoir afficher en fonction du contenu qui est consultant principal. Sur certaines pages, donc ce que j'évoquais par exemple, on pourrait dire qu'on va l'afficher que sur des, par exemple, contenu / publication, ou publication plutôt, / quelque chose, éventuellement pour des rôles particuliers. Là, par exemple, le cas des rôles particuliers, ça sera entre autres si je fais des listes spécifiques internes, externes, que je veux montrer au grand public, mais pas aux internes parce qu'ils le savent, etc. Et là, j'ai la position dans la région où je souhaite que ce bloc apparaisse. Une des nouveautés de Drupal 8, c'est la possibilité d'avoir des révisions sur les blocs. Alors la révision, rapidement, c'est quoi? C'est versionner mon contenu. Si je fais une bêtise en modifiant mon bloc, eh bien, je peux revenir à la version précédente de ce contenu. On l'a sur les notes depuis très très longtemps et c'est très pratique. En termes de présentation encore, le moteur de templating de Drupal devient Twig. Alors, avec PHP Template, on pouvait faire beaucoup de choses, une fois qu'on avait bien compris comment ça fonctionnait. Et c'est vrai que le fait de l'appréhender n'était pas forcément très simple. Avec Twig, la possibilité, ça va être pour tous ceux qui connaissent Twig par ailleurs, ça va être beaucoup plus simple de l'intégrer, sachant que dans nos templates en Drupal, on va beaucoup utiliser la notion de bloc Twig pour imbriquer des éléments les uns dans les autres. Alors Drupal 8 est de base responsive, donc il est ciblé d'abord sur les mobiles à travers plusieurs solutions. Les web services, je vais revenir rapidement dessus. Le HTML5, on n'est que HTML5 et le responsive design. Web service, qu'est-ce qu'il y a à savoir sur les web services? Vous connaissez, on est en REST, on est en HAL2. Donc on a vraiment un niveau de web service qui est, je dirais, complet. On va encore l'améliorer, mais on peut vraiment avoir des super services avec tout ce qui est autorisation et autres. Donc on peut faire vraiment quelque chose de très complet en Drupal 8, juste avec le cœur. Ce qui change beaucoup par rapport aux versions précédentes, c'est que ce qu'on fait en Drupal 8, on pouvait le faire déjà. Et on était obligé de rajouter plein de modules par-dessus le cœur. Ça, c'est dans le cœur. Édition inline, ça correspond à éditer directement un élément. Donc on a un petit bouton qui apparaît ici. On va cliquer là pour le faire apparaître et il va apparaître sur différents éléments. Quand je passe à l'édition inline, je vais pouvoir aller sélectionner un élément ici en cliquant par exemple là, et je vais pouvoir le modifier directement et juste faire save sur les petits boutons qui apparaissent ici. Donc j'ai mes petits boutons qui sont disponibles et je vais pouvoir faire mon quick edit. Ça c'est dans le cœur. Le multilingue, alors un point important, c'est qu'en Drupal 8, on peut affecter une langue à tout et tout type d'entité. Donc c'est complètement généralisé. Précédemment, c'était un petit peu tortueux. Là, c'est beaucoup simplifié. Si vous regardez la liste des modules en Drupal 8, vous verrez les quelques modules qui font du multilingue. L'interface est beaucoup plus simple, y compris en termes de traduction. Et on s'appuie sur les mises à jour. Je vous ai dit, quand on installe, on récupère immédiatement toutes les mises à jour. Et ces mises à jour, en fait, elles viennent de localize.drupal.org, qui est peut-être le premier site sur lequel vous allez contribuer. J'y reviendrai un peu plus tard. Donc on a un multilingue qui est complet dès le cœur de Drupal 8 et ça sera dès la 8.0.0. Je reparlerai peut-être un peu de versionning si vous avez des questions dessus, puisqu'on passe en sémantique. Le déploiement des configurations. C'était un de nos problèmes que Features, StrongArm et autres nous aidaient à régler plus ou moins élégamment.
On devait quand même rajouter quelques petits modules pour récupérer les taxos, les trucs comme ça. En Drupal 8, en fait, on a une configuration qui est simplifiée. Elle est à la fois stockée dans la base de données, c'est l'état actuel, plus sous forme de fichier. Dès que vous allez modifier un paramètre dans Drupal 8, il sera bien sûr stocké en base de données et en même temps écrit dans le fichier YAML correspondant. Donc on sera à jour et on aura cette possibilité de les versionner très facilement. Ça va vraiment nous simplifier la vie. Alors là, j'anticipe un petit peu. Là, je parle des modules. Il y a un module pour faire ça, c'est une des forces de Drupal. Un module égale une fonctionnalité. Un module va cibler plutôt une fonctionnalité qu'il fait bien et pas forcément très compliqué. Il y a des tas de modules pour faire quelque chose en Drupal, donc ça c'est vraiment un des gros avantages. Et vous voyez ici, j'ai pris une illustration de Playmobil, c'est pas tout à fait un hasard. C'est parce que le Playmobil correspond à mon sens un peu à la position de Drupal, puisqu'on va utiliser un framework en dessous qui est Symfony 2. On a notre propre framework et nos fonctionnalités, on va dire que c'est du Playmobil. Donc c'est prêt à être utilisé, mais ça s'appuie sur des éléments, je dirais, très structurés en framework. Et il est clair que pour l'instant, en Drupal 8 RC2, qui est sorti la semaine dernière, on a quantité de modules qui ne sont pas prêts pour Drupal 8. Mais par contre, ils vont arriver. Et l'un des objectifs de la RC, c'est de donner un signal fort aux développeurs sur il est temps de porter vos programmes vos modules sur Drupal 8. Alors, vous avez vu que sur le précédent, j'ai mis un module, et là j'en ai mis des, et puis j'ai changé le smiley, parce qu'en fait, c'est un des problèmes de Drupal. C'est qu'on a quantité de modules pour faire quelque chose. Quand on fait du coaching ou du conseil, et quand on nous pose une question, ben souvent on arrive avec 4, 5, 6 façons de faire, qui peuvent être toutes correctes, en fonction du contexte qu'il y a. Donc c'est aussi une des difficultés de Drupal, c'est de choisir comment on fait notre site en fonction du besoin. Alors, je vais peut-être vous montrer autre chose si j'arrive à basculer sur notre outil. Là, j'ai notre outil sur lequel je vais pouvoir configurer mon éditeur. Alors attendez, si je vais juste vous montrer en termes de contenu, je vais prendre un contenu, je vais modifier ici. Vous voyez, j'ai un éditeur qui me propose un certain nombre de boutons. Si ceci ne me convient pas, je peux aller le configurer. Donc je vais aller le configurer dans format de texte et éditeur. Ça va être la nouveauté, c'est qu'on le fait à un seul endroit. J'ai plusieurs possibilités. Alors, des formats de texte. Un format de texte, c'est quoi? C'est un ensemble de filtres. Un filtre, ça permet de soit nettoyer une saisie, soit la transformer. Retenez bien, c'est les deux possibilités. Et un format de texte, en fait, c'est un ensemble de filtres que l'on va appliquer dans un ordre particulier avec une configuration particulière. Donc si je prends mon format HTML qui utilise l'éditeur CK Editor, vous voyez qu'ici j'ai un certain nombre de boutons qui sont disponibles que je n'ai pas forcément dans ma base basique, format basique HTML je crois. Si j'ai besoin d'un autre bouton, je vais prendre mon bouton ici et je vais le glisser à l'endroit qui me convient. Ensuite je vais juste enregistrer ma configuration, je peux en récupérer plusieurs, les faire passer d'un sens à l'autre, peut-être quand même. Je vais juste vous montrer un petit truc quand même. C'est qu'ici j'ai derrière un certain nombre de filtres qui sont activés, et puis j'ai leur ordre d'exécution avec des paramètres éventuellement particuliers. Donc une fois que j'ai fait ça, je peux aller voir. Alors c'est pas le cas de ce contenu, mais j'en crée un autre juste pour vous montrer que j'ai bien récupéré le bouton. Je vais ajouter du contenu, n'importe quel type de contenu, et vous voyez que j'ai récupéré, non, je l'ai pas là.
j'ai pas fait des mots. Ok, j'ai peut-être oublié d'enregistrer. Bon, ça c'est un des principes. Ensuite, il y a des outils que vous pouvez utiliser, par exemple, qu'on va appeler des books en Drupal. Et pour faire un book, en fait, c'est une hiérarchie de documents et de pages. Et on retrouve des petites facilités ici. C'est qu'on a, en Drupal 8, par exemple, la possibilité de prendre un book et d'aller retrier ces différentes pages, juste avec la souris pour tirer un élément et le faire passer au-dessus. Il me suffit d'enregistrer, ça va être très, très pratique. Je vais continuer sur ma présentation. Alors, il y en a peut-être déjà qui ont identifié des choses. Ça, je reviendrai éventuellement tout à l'heure si on a un peu de temps. Sur l'architecture, je vais passer très rapidement. Cette présentation, je pense la mettre sur un site internet assez rapidement. Donc, et à ce moment-là, je tweeterai un peu là, où elle se trouve. En termes d'hébergement, on va être plutôt sur du PHP 5.6 à minima, du MySQL 5.5 ou équivalent, de l'Apache, du Nginx. Et puis il y a un truc qui peut être pas mal, c'est Varnish, parce qu'en fait, Drupal 8 prévoit le support des ESI directement. Donc ça va nous faciliter la vie en utilisant des front-ends, des responsives du type Varnish. Ça, je passe, Vanessa l'a évoqué, à moins qu'il y ait des gens qui les... Est-ce que tout le monde a vu la présentation de Vanessa ce matin? Non. Alors rapidement, en termes de composants, Symfony 2 dans Drupal, c'est important en fait, c'est pas... Drupal n'est pas un bundle Symfony 2, retenez bien. Drupal embarque du Symfony 2, on va piocher ce qui nous intéresse. Donc on prend les HTTP Foundation, le kernel, donc nous on a une classe qui fait appel au kernel de Symfony 2. L'injection de dépendance est tellement pratique qu'on ne s'en prive pas. L'Event Dispatcher qui va nous permettre, après le routage, éventuellement savoir qu'est-ce qu'on veut faire à quel endroit. Le serializer, il est tout prêt, on l'utilise. Les validators, pour nous, ils sont importants parce que précédemment, on avait la validation au niveau d'un formulaire qui était de type web. Maintenant, comme on va faire intensivement du headless, alors le headless, effectivement, je suis passé un peu vite, mais le headless, en fait, en Drupal 8, on triture nos données, on les traite, et à un moment donné, on va définir, est-ce qu'on part vers du REST, est-ce qu'on part vers du web? Et si on part vers du REST, on va livrer du HL, plutôt un JSON, mais on peut faire du XML aussi. Et si on part vers du web, eh ben, on va monter la pile HTML5, les CSS et tout ça. Donc le validator en Drupal 8, il est super important pour nous, ça nous permet de baser nos fonctions de validation de tout ce qui est saisi, qui viennent de formulaires ou qui viennent de services REST. On utilise le YAML pour nos fichiers de configuration et ce qu'on va appeler des plugins. Je ne m'étendrai pas dessus, mais développer en Drupal 8, on a la possibilité de développer des modules. Je vous montrerai éventuellement un site qui permet de créer un squelette de module Drupal 8 via même une interface web. Sinon, il y a un outil qui s'appelle Console qui permet de le faire à la main. Ceux qui font du Composer sont habitués, du Symfony 2 sont habitués quand même à taper dans une console. Et on peut aussi développer en mode plugin. Plugin, en fait, ça va quelque chose d'intermédiaire où on va paramétrer un certain nombre d'éléments dans des fichiers OML et ça nous créera un module ou un pseudo-module. Un plugin, ouais. Drupal, Symfony 2 dans Drupal, on utilise aussi certains éléments du CMF de Symfony. On utilise les annotations de doctrine, mais pas de doctrine complètement. On utilise bien sûr Composer et on utilise les namespaces en mode PSR4. On vient d'y passer récemment. Et bien sûr, on utilise des services Symfony. On a un certain nombre d'éléments de Drupal qui sont faits en mode service pour la facilité de réutilisation. On utilise aussi d'autres bibliothèques. C'est l'intérêt d'embarquer des bibliothèques. C'est qu'en fait, c'est Drupal qui décide quels sont les outils qu'on utilise. Zenfields, apparemment, est un outil très bien, donc on l'utilise. PHP Unit, c'est l'état de l'art en termes de tests automatisés. Il y a d'autres outils pour faire du test front et autres. Précédemment, on utilisait Simple Test, qui était développé par un Français, mais qui était moins connu. PHP Unit, en fait, c'est un peu les mêmes concepts. On a des asserts,
On vérifie que quand on fait quelque chose, on récupère bien quelque chose à un moment donné. On utilise Guzzle pour remplacer ce qui était HTTP request. EasyRDF, puisqu'on va être en sémantique sur Drupal, on se base sur schema.org, c'est un peu technique peut-être pour certains, mais je passe. Puis Zenfit, je l'ai répété. En termes de front, bien sûr, on utilise Twig, Backbone.js, Ascetic pour nous aider à gérer tout ce qui est CSS et qui tourne autour, des JavaScript Accessibility Feature, jQuery 2.0 encore. Alors je passe, responsive, HTML5, et il y a un certain nombre d'éléments qui sont complètement sortis de Drupal, c'est pour mémoire pour ceux qui ont fait du Drupal 7 ou 6. Ça, alors, en termes de gestion des configurations, ça concerne aussi l'architecture, hein, c'est les fichiers YAML. Donc je vous ai dit base de données et dans les fichiers, et ça vous rend les configurations faciles à versionner. On a des entités de type contenu, et on a tout ce qui est configuration, en fait ce sont des configuration entities. Donc tout est traité sous forme d'entité en Drupal. Alors je vais parler un petit peu des avantages et forces de Drupal. C'était à la base l'idée de cette conférence. Savoir pourquoi c'est un outil qu'il faut absolument que vous essayiez si vous ne l'avez pas fait. Et si vous n'êtes pas encore passé à Drupal 8, il faut y passer rapidement, voire y passer au début de l'année, parce que je sais que vous êtes peut-être tous très chargés en ce moment. Alors, Drupal est un outil extraordinairement polyvalent et flexible. On peut faire plein de trucs avec Drupal, et moi je m'épate souvent, c'est pas moi qui m'épate, en fait c'est Drupal qui m'épate. Au travers des formations, des coachings, j'ai des stagiaires qui arrivent et qui ont des montagnes à réaliser. Et à la fin de la semaine, eh ben, on a quasiment fait leur site. Et du coup, en début de semaine, ils ont une telle pression que c'est très dur, ils ont beaucoup de mal. Et puis après, ben, on commence à utiliser des modules du type Feeds, du type des hooks pour Drupal 7, mais on fera pareil, enfin on fera l'équivalent de Drupal 8. Et hop, à la fin de la semaine, ben, ils ont toutes les solutions à leur truc. Alors je ne dis pas que j'apporterai toutes les solutions à chaque fois, hein. Je n'ai pas d'engagement. Mais c'est vraiment un outil extraordinairement flexible. Et souvent, en fait, j'avais par exemple le cas d'un stagiaire qui avait une problématique reprendre une base de données qui était un peu tortueuse. Déjà, comment il se connecte? Bon, ben, on a mis Feeds, on s'est connecté à la base de données en ayant le mot de passe directement. Très bien, super. Par contre, j'ai un champ, il y a du JSON dedans. Ok, bon, on va faire un petit module, on va écrire 10 lignes et on va décortiquer le JSON juste avant d'enregistrer l'élément en type de contenu Drupal. Et là, lui, il voyait une semaine de boulot et en une heure, on a fait ça. Donc en fait, c'est vraiment un outil qui est, quand on connaît un petit peu, et t'es pas ton, en fait, hein, je pense que... Moi, ça fait 10 ans que j'en fais, je suis encore épaté. Je ne suis pas absolument objectif, vous en êtes peut-être douté déjà. Donc extraordinairement flexible et extensible, c'est-à-dire que si je fais un site, je vais pouvoir toujours l'étendre et rajouter des fonctionnalités. Alors c'est un outil aussi professionnel, moi c'est quelque chose qui m'avait attiré en 2005. Venant d'IBM précédemment, j'étais habitué à l'armée d'IBM, etc., les trucs très structurés. Donc c'est un outil qui m'avait plu dans l'architecture, dans les bonnes pratiques, les codings standards, tout ça, plein de règles qui paraissent un peu contraignantes, mais qui finalement sécurisent le site et le rendent pérenne et maintenable. Il est industrialisable aussi. On peut faire des usines sites avec Drupal, même s'il n'est pas connu tellement pour ça. Il y a des outils qui sont très connus pour faire des usines à sites. Mais on peut l'industrialiser, on peut utiliser les Git, on peut utiliser tous les outils, y compris les Docker et autres, pour industrialiser des sites Drupal. Par contre, pour qu'il soit extensible, pour qu'il soit facile à maintenir, il y a quelque chose qui est important, c'est de respecter les bonnes pratiques Drupal. Et quand dans notre activité, étant centre de compétences Drupal, on intervient souvent sur du dépannage. On se rend compte qu'il y a encore beaucoup de sites qui ne sont pas faits en très bonnes pratiques. Donc les bonnes pratiques vous sécurisent et vous permettent de garantir l'évolutivité. C'est un outil qui est complet et cohérent.
Je vous ai donné un petit exemple, mais je dirais que ce n'est pas le meilleur outil pour chaque cas d'utilisation pris individuellement. Par contre, vous allez pouvoir faire des quantités de choses avec Drupal en maîtrisant un outil commun. Quand vous formez une équipe, si vous avez 10 personnes qui font du Drupal, ben, ils pourront faire à peu près tout ce qu'ils veulent avec Drupal. Mais par contre, effectivement, sur un cas particulier, il y aura d'autres outils qui seront peut-être plus meilleurs sur ce cas particulier. Mais c'est pour ça que je dis qu'il est complet et cohérent. C'est dans ce sens. C'est un outil qui est moderne parce qu'avec Drupal 8, on le met à l'état de l'art. Je passe, vous êtes un peu au courant. C'est un outil qui est facile. Il est facile de créer un site avec Drupal 8. Pourquoi? Parce que dès que vous aurez fini l'installation, vous allez pouvoir créer du contenu. Vous avez dans les slides quelques exemples de création d'un type de contenu, ajout de champs, vous pouvez essayer par vous-même. Ouais, c'est facile. C'est facile de créer, mettre à jour des contenus. On pourra le faire avec du mobile directement avec Drupal 8. Enfin, on peut le faire déjà. C'est très facile d'importer, d'exporter, d'échanger des contenus avec des outils. En Drupal 8, on va se baser d'abord sur Migrate, que certains connaissent peut-être, qui est un outil où il fallait développer un peu plus qu'avec Feeds, Feeds étant plus pour les site builders. En Drupal 8, donc on a ces facilités. On va pouvoir facilement passer d'un site Drupal 6 à un site Drupal 8 en mode aspiration de site en fait. Je fais une conférence au Drupal Dev Days en avril. En fait, on va pouvoir prendre un site Drupal 6 et le transposer en Drupal 8. Après, bien sûr, on va l'adapter, le refactorer certainement pour le mettre au goût du jour, mais c'est le principe. Et on va pouvoir faire ça en Drupal 7, mais un peu plus tard. Pour l'instant, on a mis en avant plutôt Drupal 6. Et tout ça, c'est basé sur Migrate, qui est aussi dans le cœur de Drupal 8 pour la partie commune, on va dire, générique. Alors, dans les avantages, c'est un outil contributif et collaboratif. Ce matin, il y avait 3289 contributeurs qui ont fourni quelque chose dans Drupal 8. Donc ça, c'est significatif. Il y en avait 800 en Drupal 7 et je crois 400 pour Drupal 6, un truc comme ça. Là, vous avez une photo, alors je l'ai mise parce que je suis dessus. C'est des mentors qui sont en jaune. Et donc, qui accueillent des nouveaux contributeurs pour les briefer sur comment contribuer à Drupal 8. Donc, il y a vraiment un effort de la communauté pour faire venir les gens qui veulent contribuer. S'il y en a qui s'intéressent, on fera des sprints sur Lyon, je pense plutôt au printemps. La communauté Drupal, c'est le pilier principal de Drupal. Là, vous avez 2000 personnes qui étaient à Barcelone fin septembre. On était un peu plus nombreux à Amsterdam, ils sont 3005 ou 4000 aux États-Unis à chaque fois. Cette communauté, donc il y a plein de contributeurs, mais il n'y a pas que des codeurs. Il y a des gens qui apportent de l'UX, il y a des gens qui apportent des idées, il y a des gens qui apportent des tests, etc. de la doc. Donc c'est vraiment la base de Drupal. Cette communauté est guidée par Dries Buytaert, comme on prononce en flamand, qui a créé le projet, qui a laissé cette communauté grandir et en même temps accepte des discussions parfois très difficiles pour lui, mais c'est ça qui fait la force de la communauté, c'est qu'elle se remet en question et elle est capable d'avancer comme ça et en même temps structurer. Le projet est très structuré et contribuer et faire passer un morceau de patch dans Drupal 8, c'est pas simple. Si vous essayez, c'est un peu compliqué, mais c'est vraiment quelque chose qui sécurise en fait Drupal 8. Chacun peut contribuer éventuellement par différents moyens de traduction ou autres, voire financiers. Les Drupal Dev Days qui ont été utilisés et organisés en France au mois d'avril, en fait, comme on avait fait un petit bénéfice, on a gardé 2800 $ pour contribuer à Drupal 8 sur le crowdfunding qui était mis en place. Alors, autre avantage, c'est que, j'ai quasiment terminé, c'est que Drupal est open source. Donc ça veut dire que vous maîtrisez vos systèmes, vos sites, c'est essentiel. Alors il faut veiller à rester en bonne pratique et puis à éviter que quelqu'un vous fabrique quelque chose qui n'est pas Drupal à base de Drupal, ça existe aussi. Il est gratuit, pour moi c'est un des piliers de ce logiciel. Il est gratuit, c'est aberrant, il y a des gens qui passent une semaine en Montpellier, 350, ils payent leur billet, leur hôtel, et ils viennent pour bosser alors qu'ils pourraient facturer des clients pendant ce temps.
et ils ne sont pas rémunérés, ils sont juste reconnus, éventuellement, à un moment donné. Il est gratuit, c'est très important parce qu'on ne va pas hésiter à fournir du code, on ne va pas hésiter à fournir des éléments, alors que dans d'autres outils, on se dit, bon, il y a quelqu'un qui se fait du blé avec, donc je ne vais pas le faire. Les freins, il y en a quelques-uns quand même, tout n'est pas rose. L'approche peut perturber. Il faut aussi penser à concevoir, architecturer votre site. Il y a nombre de modules, je l'ai dit, puis la courbe d'apprentissage, même si elle est largement facilitée côté site building, theming, elle va perdurer quand même côté codage. Par contre, le gros avantage de Symfony, un des objectifs, c'est d'amener beaucoup de gens qui font du Symfony vers Drupal, parce qu'ils auront à apprendre Drupal, et ils connaissent déjà Symfony 2. Donc, c'est un gain de temps. Donc, Drupal 8 est professionnel, complet, facile. J'espère que vous allez le retenir. Professionnel, complet et facile. Et maintenant, me direz-vous, n'attendez plus pour Drupal 8. L'RC, c'est vraiment une phase de test en gros volume. On était à 0 critical, on est remonté à 7 critical justement parce qu'il y a des gens qui testent en grandeur réelle. Faites de nouveaux sites simples avec Drupal 8. Et il y a plein de sites qu'on peut faire avec tous les outils qui sont déjà dans le cœur. Pensez à faire la migration de sites de Drupal 6 vers Drupal 8 et à remonter tous les bugs et puis contribuer des patchs, etc. Voilà. Merci de votre attention. J'étais un petit peu long, mais